Le débat, deuxième partie, toujours en compagnie des spécialistes de CPRAM, Laetitia Beldeski, stratégiste, et Malik Hadouk, le directeur de la gestion diversifiée. Malik, on va parler des 3 scénarios de marché que vous remettez à jour chaque mois. Alors, scénario central, celui que vous privilégiez quand même, maintien de la dynamique économique soutenue par les banques centrales. Bon. Deuxième scénario, ralentissement chinois qui s'aggrave et entraîne l'Asie et les émergents, affectant les bénéfices des sociétés mondiales. Et troisième scénario, on a un petit peu parlé, c'est la forte incompréhension des marchés face aux réactions des banques centrales ou suite à une mauvaise communication, c'est bien ça. Bon, il n'y a plus de pondération, on n'a plus les pourcentages, mais le scénario central reste prépondérant. Oui, oui, le premier scénario reste le scénario dominant et le scénario central. Donc, C'est-à-dire les banques centrales toujours à la manœuvre, aux commandes, au cas où il passerait un choc, elles pourraient augmenter leurs mesures. C'est ça? dans ce scénario-là, quand même, on privilégie le fait que ça fonctionne. C'est-à-dire que les banques centrales sont à la manœuvre, on maintient des politiques monétaires expansionnistes, notamment au Japon, en Europe, mais aussi dans les pays émergents, à l'exception, bien sûr, de la Banque centrale américaine qui va commencer à normaliser sa politique monétaire. Et ça fonctionne, ça finit par fonctionner. La croissance repart, l'inflation repart. Donc on est toujours dans ce scénario-là, et dans ce scénario-là, on voit les bourses, bien entendu, progresser, même s'il faut reconnaître qu'aujourd'hui, les valorisations des marchés sont un peu tendues, on s'approche, on est même en phase avec la moyenne historique. Hum. Voilà. Notamment le marché américain, on a un peu plus de marge sur les marchés européens et japonais. Bah, surtout depuis quelques jours, là, on a retrouvé Encore un plus petit peu de depuis. marge quand même. On a On a perdu. repris, hein, ouais, elle est légère quand même. Début décembre, la performance, allez, on va parler de notre CAC national, c'est de 15%, on n'est plus qu'à 7, 7,5. Hein. Oui, oui, Donc bien entendu, ça a baissé rapidement. on a rebaissé de 5%, ce qui permet d'ajuster aussi les valorisations. Et enfin, les deux scénarios alternatifs sont des scénarios plutôt négatifs, puisque dans un cas, c'est la Chine qui décélère encore Hum. fortement, ce qui impacte bien entendu les économies asiatiques émergentes par le commerce intra-régional, mais aussi les pays développés à travers la baisse des rentrées des chiffres d'affaires des entreprises développées qui sont bien implantées en Chine. Un mot sur la Chine, Laetitia, peut-être c'est vrai que évidemment ça avait provoqué ce séisme en Mm. août et septembre, puisque c'était le prétexte aussi pour la fête de ne pas justement procéder à ce premier relèvement des taux. Est-ce que la Chine, ça s'est calmé, on n'en parle plus beaucoup? Ça veut dire que ça va mieux, ça veut dire qu'on est moins inquiet, ça veut dire qu'on s'en occupe plus? Alors, je pense que c'est toujours les marchés qui regardent un jour ou pas Pas de nouvelles, la bonnes Chine. nouvelles? Globalement, il y a des nouvelles très régulières. Hein. On a des chiffres qui montrent que les mesures prises par le gouvernement et la Banque centrale produisent leurs effets. Donc on a bien une stabilisation de la production industrielle, on avait une lente décroissance, un lent ralentissement. Ça s'est stabilisé, voire une petite progression en novembre. On a une consommation qui fonctionne bien, donc c'est ce qu'on dit. Hein. Ce modèle chinois, il change de nature, mais il y a toujours de la croissance là-bas. Et puis on a des investissements qui repartent assez vigoureusement, notamment dans les infrastructures. Et là, c'est le lien avec la politique mise en place par le gouvernement. Puis à côté de ça, on a tout ce qui s'est passé sur le change, et on a vu encore vendredi avec une annonce de la PBOC, de la Banque centrale de Chine, pardon, qui publie un nouveau taux de change, qui est un taux de change pondéré, ce qu'on a un taux de change effectif, avec la publication des pondérations, donc des parts de marché de chacun des partenaires de la Chine, de façon justement à essayer de sortir de ce point d'achoppement où dès que la Banque centrale lâche un tout petit peu le yuan tel qu'on a pu le voir depuis quelques jours, on parle de dévaluation contre le dollar. Oui, effectivement, le yuan baisse un peu contre le dollar, mais sauf qu'en change effectif, c'est-à-dire ce qu'il représente par rapport au commerce chinois, là il s'apprécie puisqu'il est globalement payé au dollar. Donc il faut relativiser toute cette polémique sur la guerre d'échange et le fait que la Chine veuille rentrer dans une guerre d'échange et d'évaluer massivement sa monnaie. Nous, on ne le pense pas. On pense qu'effectivement, on va assister à une petite dépréciation continue et très régulière et très faible, mais de faible ampleur contre dollar, de façon à stabiliser le change effectif du renminbi face à l'ensemble des devises des partenaires commerciaux. Et ça devrait durer dans le courant de l'année 2016 jusqu'à l'introduction effective du renminbi dans les réserves
notamment dans le panier Dans le du, panier du des FMI, DTS, des droits des de tirage DTS, spéciaux. voilà, qui est prévu pour le 1er octobre prochain. Ouais. Je suis en allocation globale. Est-ce que pour l'instant, c'est une question que je pose aux gérants qui passent par ici, est-ce qu'on est tenté de revenir justement sur ce qu'on appelle les émergents, même si c'est des pays très, très variés, très divers, ou est-ce qu'on attend voilà, qu'il y ait cette première hausse des taux, que ça se passe? Alors, lorsqu'on regarde les émergences, c'est vrai que du côté de... Il y a un constat à faire, c'est que depuis 5 ans, ça a sous-performé de manière très prononcée les pays développés, de l'ordre de 40%. MSCI émergent fait 40% de moins que MSCI World, qui n'intègre pas, lui, Oui. les émergents. Alors, on pourrait se dire, sous-valorisation, c'est pas normal, non. Lorsqu'on regarde la situation économique et financière des économies émergentes, cette sous-performance s'explique très facilement. Déjà, l'écart de croissance entre pays développés et pays émergents est à son plus bas historique, c'est-à-dire que en fait, la croissance aujourd'hui se réoriente vers les pays développés et baisse dans les pays émergents. Et lorsqu'on regarde les indicateurs financiers, la rentabilité des entreprises émergentes est en baisse continue depuis 4 ans. Et même la rentabilité des fonds propres des entreprises émergentes est passée en dessous de celle du MSCI World. Donc aujourd'hui, même si on a un PE par exemple de 10 sur les indices émergents, à comparer un PE de 14 pour le marché européen, de 21 pour le marché américain, aujourd'hui les conditions ne sont pas réunies pour revenir sur les marchés émergents. Quelles seraient les conditions qui nous permettraient aujourd'hui de revenir sur les marchés émergents? Premièrement, une stabilisation des devises, une stabilisation des prix des matières premières et une remontée des anticipations sur les profits. Parce que les profits aussi sur les émergents sont en décroissance forte depuis 4 ans. C'est vrai qu'il y a une décote et que quand vous voyez un marché à une valorisation de 10 sur un PER, vous vous dites, comparativement aux autres marchés, c'est vraiment, il est vraiment décoté. Mais il y a des raisons pour cette décote. Et ces Donc on n'y va raisons-là pas sont persistantes. pour le On n'y moment. va pas pour l'instant, on attend la hausse des taux de la Fed et le discours qui va s'en suivre. Et peut-être que justement à partir du moment où la Fed décide de monter les taux, peut-être que les choses vont se stabiliser, que les investisseurs vont se dire que la croissance américaine est assez solide. Et ça pourrait justement amener un peu de support au prix du pétrole, au prix des matières premières, etc. Mais pour l'instant, non, les conditions ne sont pas réunies pour revenir fortement sur ces marchés. Les émergents, donc ça va être le call matière première, donc on attend qu'il y ait une C'est un col stabilisation. matière première. Aujourd'hui, vu la baisse Surtout des au prix Brésil aussi. des matières premières depuis, au plus bas depuis 2008 maintenant. D'accord, donc vous nous dites, bon, les émergents, on n'y va pas. Les États-Unis, ça reste cher. Qu'est-ce que vous anticipez pour les États-Unis Alors l'an les prochain? États-Unis, c'est vrai que par tous les critères de comparaison qu'on a, ça paraît le marché le plus cher, mais il y a une raison aussi que ce soit le marché le plus cher, c'est là où se trouvent les plus grosses valeurs de croissance qui ont bien performé au cours des dernières années. Alors le marché américain cette année a une croissance bénéficiaire qui est nulle, mais lorsqu'on se projette sur 2016, on a une croissance qui progresse jusqu'à 11%. D'ailleurs, une des spécificités de l'année 2016 qui va être difficile en termes d'allocation géographique, c'est que lorsqu'on regarde la progression des bénéfices sur l'ensemble des zones, on a une homogénéité assez parfaite. L'Europe va croître en tout cas, les estimations de ce début d'année, c'est 11%. Le Japon, c'est 11%. Les États-Unis, c'est 11%. Donc, il va être difficile. Comment choisir l'allocation géographique? C'est en fonction des valorisations relatives. Et à notre avis, le marché européen et japonais, c'est pas à notre avis, c'est les chiffres qui le disent, se traite vraiment une forte décote par rapport au marché américain de l'ordre de 30%. Donc on est beaucoup plus enclin à continuer à privilégier l'Europe et le Japon, compte tenu aussi que l'environnement, le momentum économique est aujourd'hui beaucoup plus favorable pour ces deux zones. Laetitia, un mot du Japon. C'est vrai que ça a été, c'est un pari fort chez CPR depuis toute cette année. Le Japon à nouveau en récession. Alors de manière technique, il pourra en sortir assez rapidement. Alors il ne l'est plus puisqu'il y a eu une deuxième estimation du PIB et donc aujourd'hui on n'est techniquement plus en récession, on n'en est pas passé loin, donc on n'a pas une croissance très très dynamique, on doit être à 0,6% d'acquis de croissance en fin de troisième trimestre, ce qui reste quand même très modeste, mais à peu près finalement au niveau du potentiel de croissance du Japon qui est très bas. Les derniers chiffres montrent quand même un frémissement. Alors, ça varie, mais on voit qu'en termes d'activité industrielle, on a un petit rebond. Des enquêtes qui sont pour certaines un peu mieux orientées. Le Tankan ce matin était mitigé avec une stabilisation de la confiance d'aujourd'hui, mais des prévisions en baisse à 3 mois. Donc ça, c'est un peu inquiétant.
Pour autant, les entreprises maintiennent leur programme d'investissement, ce qui est plutôt positif sur le moyen terme pour le Japon. C'est long, hein. Vous nous avez parlé d'un changement de paradigme au Japon, des Ouais, mesures qui très, allaient dans le très bon long. sens. Ça fait maintenant 3 ans, les Abenomics. Ça Oui, a très alors, bien performé là encore au niveau boursier. C'est plus compliqué sur l'économie réelle. l'économie réelle, c'est assez compliqué. Effectivement, boursièrement parlant, ça a payé parce qu'il y a eu aussi des soutiens, hein, notamment de la BOJ, les réallocations de portefeuille des grands fonds de pension, et puis les sociétés qui ont des situations financières plutôt favorables, comme le souligne souvent Malik. Pour autant, macroéconomiquement, c'est long à redémarrer. La hausse de TVA a fait beaucoup de dommages, il est clair, et a interrompu la lente marche vers l'amélioration enclenchée par les Abenomics. Donc on reste un peu sur le Japon, sur l'Europe, les États-Unis, on en a dit bon, un mot, c'est vrai que les valorisations sont fortes, il y a même beaucoup d'économistes qui commencent à s'interroger, est-ce qu'on ne pourrait pas avoir une correction sur les États-Unis, est-ce qu'on ne serait pas mûr pour une connexion dans la mesure où ça fait quand même quelques années, maintenant 7 ans qu'on est sur la hausse et qu'on a cet événement majeur, ça y est, enfin on sort de cette politique ultra accommodante de taux zéro. Malik, 2016, l'année de la correction pour les US, selon vous? Vous l'envisagez ou pas encore? Oui, bien sûr qu'on l'envisage. Le marché américain étant assez plus haut, les profits étant sur leur plus haut, la croissance économique se stabilise, n'est pas en accélération. Le dollar pénalise les sociétés américaines, ça c'est clair au vu des résultats du troisième trimestre. Mais il y a un élément de soutien pour le moment, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, c'est que les estimations de bénéfices pour 2016 sont plutôt revues à la hausse par rapport à 2015 avec une estimation de croissance attendue à 11%. Le marché américain est cher relativement aux autres marchés. Donc ce que les investisseurs vont regarder, c'est est-ce que les chiffres d'affaires continuent de progresser et est-ce que les bénéfices vont être au rendez-vous compte tenu de la déception qu'on a eue au troisième trimestre. Il est vrai qui s'explique par la baisse des prix de matières premières du pétrole qui ont impacté les grandes sociétés américaines. Si on enlève cet effet pétrole, les bénéfices auraient progressé de l'ordre de 4 à 5%. Donc, il faut faire attention sur le marché américain. On espère que pour une fois, même si ça a été la bonne surprise de 2015, la zone européenne au niveau de la croissance économique, puisque la croissance a été revue à la hausse, les conditions économiques semblent s'améliorer. Maintenant, on veut vraiment voir une amélioration, mais vraiment crédible et soutenue des bénéfices des entreprises. Parce que la potion magique de la BCE depuis 2 ans, elle a rétabli les choses, mais au niveau des bénéfices des entreprises, ce n'est pas encore ça. Ça progresse, mais très lentement. On va demander donc à notre druide européen, Mario Draghi, donc de revoir la potion. Donc on l'a compris, Europe, une pincée des États-Unis, le Japon, c'est l'allocation. C'est ce que nous privilégierons, en tout cas dans les prochains mois. Il faudra faire attention, là on parle du marché action, mais il faudra être très attentif quand même parce que c'est un marché qui vous donne des informations sur ce qui risque de se passer sur les marchés actions, c'est les marchés du crédit. Le marché du crédit aux États-Unis s'est détérioré, les conditions sont détériorées depuis quelques semaines maintenant. On a eu la même répercussion en Europe. Il y a l'effet liquidité qui joue, c'est vrai, mais il y a aussi l'effet pétrole, matières premières, les taux de défaut qui sont attendus en hausse. Il faudra faire attention à ces critères-là parce que lorsqu'on regarde le marché du crédit aux États-Unis, au niveau des spreads, on est à un niveau très élevé. On est à 650 de spread. C'est généralement un niveau qui indique une récession aux États-Unis. Et donc, mais on n'est pas dans les mêmes conditions que... Optimisme prudent, hein, donc voilà. si je résume l'avis des experts de CPR qui étaient avec nous ce matin, Laetitia Baldeschi, stratégiste, et Malik Haddouk, directeur de la gestion diversifiée. Merci messieurs, dames d'avoir entamé cette semaine de débat sur Direct Gestion. Dans un instant, la suite, ce sera Direct Investisseur avec Lucie Morlot et Aziz Zaghi. Quant à moi, je vous retrouve demain pour un nouveau débat dès 9h30. Bonne journée à tous.